Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de Productivio, le podcast qui vous donne des trucs, des astuces, des pistes de réflexion pour vous permettre d'être plus organisé, pour trouver votre essentiel, le réaliser avec efficacité et ainsi créer votre vie avec intention. Je suis Priscille Livenet, l'animatrice de ce podcast. Vous retrouverez toutes les notes de ce podcast sur le blog productivio.com, rubrique podcast. Partagez ce podcast, likez la vidéo, mettez une note, une revue sur iTunes afin de mieux le faire connaître. Rejoignez aussi la communauté de Productivio sur Facebook, Twitter, Instagram et Pinterest. D'autre part, j'ai lancé mes activités de coaching et d'accompagnement. Aussi, si vous souhaitez goûter les bienfaits d'un accompagnement personnalisé pour vous permettre de mener une vie intentionnelle, contactez-moi par mail à contact@priscillelivenet.com ou bien réservez directement un entretien découverte gratuit de 30 minutes via le lien qui se trouve dans les notes de cet épisode. À présent, commençons. Bonjour à tous, nous voici pour un nouvel épisode de la série Le travail, le management en mode hybride. Aujourd'hui, je souhaite vous parler du onboarding, l'accueil des nouveaux salariés quand on est en mode hybride. Alors c'est une question qui revient très régulièrement dans les accompagnements que je fais, les formations, c'est toujours la question qui revient, comment on fait pour bien accueillir les nouveaux salariés alors qu'on n'est pas tous en même temps au bureau. D'autant plus qu'avec la pénurie de talents, les entreprises et les managers souhaitent que les nouveaux collègues soient très bien accueillis, que l'intégration se passe pour le mieux et que du coup ils restent dans l'entreprise. Alors comme j'ai, je vous l'ai dit, beaucoup discuté de ces sujets-là, beaucoup travaillé dessus avec un certain nombre d'équipes, je souhaitais partager avec vous aujourd'hui un certain nombre de bonnes pratiques que j'ai pu constater ou faire émerger dans les discussions avec les équipes de managers que j'accompagne. Alors tout d'abord, une bonne arrivée, ça va commencer par un bon départ, c'est-à-dire qu'on va essayer de travailler le plus que l'on peut avec l'ancien salarié, l'ancien titulaire du poste, pour récupérer des informations, des process, des best practices que l'on va pouvoir ainsi communiquer aux nouveaux. Il y a énormément de postes où, je vais dire, la tradition orale est extrêmement développée, ce qui est bien que quand une personne part et qu'on n'a pas pris le temps de discuter avec lui et d'essayer de récupérer son savoir, tout cela se perd. Et la personne qui va arriver, c'est comme si le poste se créait, elle reprend tout de zéro, alors que si on peut faire une petite passation, ça se passe quand même mieux. Donc au minimum, on peut demander à la personne qui va partir, si elle ne peut pas rencontrer son remplaçant, de écrire des process, on peut l'interviewer sur des best practices, sur des choses à savoir, des pièges à essayer d'éviter, ou des choses comme ça. Idéalement, évidemment, on a une phase de recrutement, de recouvrement entre les deux personnes. Alors c'est assez rare, parce que même quand la personne qui part reste dans l'entreprise, bien souvent elle est happée dans son nouveau job, et on a beaucoup de mal à la sortir pour qu'elle puisse former la nouvelle personne. Néanmoins, si vous y parvenez ne serait-ce que quelques heures pour vraiment que ce soit ciblé, encore une fois, sur les écueils, les trucs un peu compliqués, de façon à ce que la personne qui arrive gagne du temps, franchement, tout le monde sera gagnant. Ensuite, il y a toute la partie avant l'arrivée, toute la phase de préparation, la commande du matériel, l'ouverture des comptes divers et variés à toutes les applications, les accès physiques, le contrat, le programme de formation, tout ce qu'on a à faire. Alors, dans beaucoup d'entreprises, maintenant, il y a une espèce de checklist, voire certains des sites carrément, qui permettent de suivre l'avancée de tout ce qu'il y a à faire. Mais parfois, même s'il y a ça foire un peu. J'en ai fait, par exemple, les frais il y a quelques années. Mais c'est quand même des dizaines de petites choses qui sont essentielles pour donner un sentiment de fluidité aux nouvelles arrivants. Et surtout, on va s'assurer que le jour J, tout est bien prêt, que vous n'ayez pas à courir à droite à gauche pour récupérer des infos. Ça vous évitera aussi de vous dire tiens, le nouveau il arrive, on lui fait quoi ? On fait quoi ? Il fait quoi ? Panique à bord. Qui n'a jamais vécu le fameux « Bon, en attendant que tout soit prêt, tu peux lire les procédures ?» Ou encore « Tiens, voici les offres commerciales de l'année dernière, tu peux lire ça aujourd'hui parce qu'on n'est pas tout à fait prêt. »
je pense que c'est un excellent moyen de faire fuir vos recrues, parce qu'à moins que vous embauchiez une personne au département qualité qui est intéressée par la lecture des manuels qualité, qui d'autre ? Personne. Surtout quand on ne connaît pas du tout l'activité, ça va pas vous aider. Et puis, une question essentielle au centre de vos réflexions quand vous allez accueillir quelqu'un, quelle est l'image que je souhaite donner de mon entreprise ? Et alors cette réflexion, elle va commencer déjà à la rédaction de l'offre d'emploi et l'organisation des entretiens. Le processus de recrutement en dit long sur votre entreprise. J'avais lu il y a quelques années que certaines entreprises mettent volontairement un process en place fastidieux afin de tester la résistance et la patience des candidats, parce qu'au sein de leur organisation, c'était compliqué. À moins que votre entreprise rentre dans cette catégorie où tout est compliqué, des grands process internes, une lourdeur administrative, peut-être qu'il serait bien que vous vous assuriez que le process de recrutement ne fait pas fuir de potentiels candidats. En cette période de plein emploi où beaucoup peinent à recruter, pensez à vérifier ce fameux process. Personnellement, quand je cherchais du travail il y a quelques années, quand je retrouvais une annonce sur LinkedIn qui m'amenait sur un site, voire un autre, où à chaque fois on me demandait de remplir manuellement tout un questionnaire avec 95% des informations qui étaient déjà dans mon profil LinkedIn, autant dire que là pour moi c'était un showstopper. Je me disais aussitôt, s'ils sont pas fichus de simplifier et d'automatiser la collecte des données à ce stade-là, c'est que derrière ça doit être encore pire, et donc pas du tout en adéquation avec mon état d'esprit et mes attentes. Moi ça me faisait carrément penser à l'épreuve de la rentrée scolaire pour les parents, où, je ne sais pas si ça existe encore, j'espère pas, on devait remplir à la main tout un tas de petites fiches de couleurs différentes avec exactement les mêmes informations. Alors moi c'était Red Alert, bip 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 bip, sauvons-nous. Donc pensez à ce fameux process. Alors on arrive au jour J, et donc l'arrivée de votre nouveau collaborateur. Alors idéalement, on va faire ça en présentiel. Si c'est possible, c'est quand même mieux, au moins le premier jour, que vous soyez, vous le manager, présent avec votre nouvelle recrue. Alors si vous lui avez vendu du rêve avec une superbe annonce, un processus de recrutement au top, mais que les premiers jours, ça se passe plutôt genre parcours du combattant, votre recrue va rapidement penser qu'il y a un loup quelque part et peut-être à se mettre à douter de son choix. C'est absolument pas ce que vous voulez. Rien n'est pire que de démarrer un job avec des arrière-pensées, parce que ça se passe pas du tout comme on l'a espéré, ou en tout cas comme on nous a fait croire que ça allait se passer. Donc, important que l'accueil, ce soit le responsable du service en personne. Si vous avez un empêchement, essayez à minimum de faire une visio pour son arrivée dans les locaux, parce que ça montre à l'arrivant qu'il est important et que même le responsable du service prend soin d'être là. L'idée, c'est pas de l'accompagner toute la journée, mais au moins de prendre un petit peu de temps avec lui, parce que ça peut être aussi le moyen de dire, voilà, il va voir d'autres personnes, mais au moins, ça peut être bien de passer du temps avec lui. Une chose aussi très importante, alors moi je l'ai vécu, façon recrutée, mais aussi façon recruteur, c'est si vous pouvez aller déjeuner avec la nouvelle personne qui arrive, parce que souvent elle se sent un petit peu seule, elle a peut-être pas encore eu le temps à midi de rencontrer ses nouveaux collègues parce qu'elle a été embarquée par les RH pour faire de la paperasse. Ils connaissent pas forcément l'environnement, les restos, tout ça, et moi je l'ai fait plusieurs fois avec de nouvelles recrues qui m'ont remercié en me disant écoute, d'habitude on est tout seul comme une âme en peine, tout le monde ne supporte pas de déjeuner seul. Donc ça peut être aussi le temps, passer un petit peu de temps avec le nouveau ou la nouvelle. Vous en profiterez aussi lors de cette première journée pour lui montrer la plateforme d'échange utilisée par votre équipe, là où tous les documents, modèles, ressources sont stockés, afin de permettre à chacun un accès à la demande aux informations nécessaires pour le bon fonctionnement des tâches confiées. On peut aussi présenter ce jour-là, ou en tout cas très rapidement, un mentor. C'est intéressant de nommer quelqu'un qui va pouvoir accompagner l'arrivant, répondre à ses questions du quotidien. Ce mentor n'est pas nécessairement quelqu'un de très ancien dans l'équipe, ce peut être une personne avec juste quelques mois d'ancienneté, mais en plus ce mentor très nouveau va se sentir valorisé par cette expérience. Et en plus, peut-être qu'il aura vécu 2-3 aventures à son arrivée qu'il souhaitera éviter à son nouveau collègue.
Si toute l'équipe peut être au bureau ce jour-là, c'est super, et vous allez organiser une réunion de présentation. Si c'est pas possible, faites au moins une réunion en ligne pour les présentations, éventuellement rappeler les étapes du parcours d'intégration et indiquer qui de l'équipe va servir de référent, notamment lorsque votre collègue va rapidement se retrouver à domicile, puisque si on applique le plan de télétravail, ça devrait arriver assez vite. Et puis pendant cette première journée, comme je le disais tout à l'heure, les RH vont en général gérer toute la partie administrative qui n'a pas pu être réglée à distance, donner les badges, les accès à des sites, etc., faire une petite formation à droite à gauche. On va aussi pouvoir penser pendant cette période d'intégration à ce qu'on appelle le 30-60-90, qui est donc en fait de prévoir un petit programme sur 90 jours qui va être proposé par vous, discuté avec le nouveau salarié. Le but est de définir un plan d'acquisition de compétences, de connaissances de l'entreprise, de process et de montée en autonomie. Ce plan sera revu lors des 1 à 1, par exemple. Vous pourrez peut-être l'accélérer ou le ralentir en fonction de comment se passe l'intégration et la compréhension de ces process par votre nouveau collaborateur. Et tout au long de cette période d'intégration, cette période d'essai, on va faire des feedbacks réguliers à notre collaborateur et on va lui demander aussi de nous faire des feedbacks. Vous allez apprendre à vous connaître, à travailler ensemble. Rien n'est inné, ni évident par défaut. Soyez clair dans vos demandes et dans vos attentes, faites la chasse aux non-dits et aux choses qui, dans votre référentiel, vont de soi. J'ai une petite expérience assez croustillante à ce sujet. Dans une de mes dernières fonctions, alors c'est pas moi qui ai changé de service, mais c'est un nouveau chef qui arrivait, qui était en plus là du coup à distance, on n'était pas dans le même pays. Et puis le premier jour, il me dit on avait des sujets assez chauds avec mon client. Et puis il me dit écoute, j'aimerais bien en discuter avec toi avant ta réunion de mercredi matin, et on était genre lundi soir. Et moi je lui réponds écoute, là aussi, aujourd'hui, c'est pas possible. Demain, toute la journée, voilà mes dispo. Lui me répond, moi, je suis pas dispo à ces heures-là. Bon. Du coup, je lui dis, écoute, puisqu'on va pas arriver à se parler, je lui fais un beau mail bien explicatif de la situation. Voilà. Il me repose 2-3 questions. Très bien. Et puis, le lundi d'après, arrive mon premier 1 à 1 avec lui. Et là, il explose en me disant que ma réaction de la semaine d'avant avait été épouvantable pour lui, qu'il ne comprenait pas du tout ma réaction. Et là, il part dans un monologue en me disant que quand lui me demande de me parler, c'est tout de suite maintenant et que je dois tout laisser tomber pour lui parler, en gros. Et moi, j'avais pas du tout cette habitude-là avec mon précédent chef, surtout qu'en plus, dans les fonctions que j'occupais, puisque j'étais patronne de BU, c'est pas exactement comme ça qu'on fonctionnait non plus avec mes précédents patrons, quoi. Surtout si on n'arrivait pas à se parler, il n'y avait pas non plus péril forcément à la demeure. Et en aucun cas, je n'avais comme consigne on arrête tout, il faut parler au chef. Sauf que lui, dans son référentiel, c'était normal, inné, et c'est ce qu'il attendait de moi, mais moi je ne le savais pas. Donc on commençait déjà par une friction, parce que y avait des choses qu'il pensait normales, que moi je ne connaissais pas. Donc éviter ce genre d'interaction, ça peut marcher dans les deux sens. Des anecdotes, là-dessus on en a plein. Vous arrivez dans une nouvelle entreprise, votre chef vous envoie un mail à 22h. Et là, vous vous dites, je réponds ou je réponds pas? Est-ce qu'il attend de moi que je réponde? Et peut-être que oui, ou peut-être que non. J'espère que vous n'attendez pas une réponse à 22h de vos collaborateurs, mais néanmoins. Et l'idée, c'est pour dire que peut-être que vous, ça vous arrange, parce que ce jour-là, vous avez, eu un rendez-vous à l'école qui vous a bouffé la moitié de l'après-midi, et puis du coup, vous avez des mails en retard, et vous avez envoyé des mails à 22h. Sauf que si votre collaborateur ne sait pas que vous n'attendez pas de réponse de lui immédiatement, il peut peut-être se mettre un gros coup de pression à 22h, ouvrir son ordinateur et se dire il faut que je réponde parce que je suis nouveau, il faut y aller, il ne faut pas que je foire ma période d'essai. Donc ce sont des choses à clarifier, et dans les feedbacks, ça va être des choses que l'on va pouvoir demander, et si votre collaborateur a suffisamment confiance en vous, il va vous les faire, ces feedbacks. Trop souvent, on a des collaborateurs qui partent, qui sont remerciés en cours ou en fin de période d'essai sans savoir absolument ce qui leur est reproché. Ou alors des managers qui n'ont aucune idée de pourquoi le collaborateur a mis fin à sa période d'essai. C'est vraiment, en général, un manque de communication. Alors assurez-vous de poser les bases d'un bon dialogue, vraiment dès le début. Vous pouvez aussi demander à votre collaborateur de faire le fameux rapport d'étonnement,
pour qu'il se sente rapidement en confiance et qu'il ose vous faire part des choses dont il a besoin, qu'il n'a pas compris. Et ce rapport d'étonnement, ça va être aussi un très bon outil pour ouvrir les yeux sur des dysfonctionnements ou des bizarreries qu'on a sous les yeux depuis des années et qu'on ne voit même plus. Je vous mets dans les notes de l'épisode un lien vers l'application Klaxoon, qui est une plateforme de collaboration en ligne, qui propose justement de créer, et poursuivre en mode hybride, ce sera parfait, un petit modèle de rapport d'étonnement. On va bien sûr faire un suivi régulier de tout ce qui se passe avec ce nouveau collaborateur, et notamment ça va commencer par lui poser peut-être quelques questions sur comment il est installé quand il est chez lui, que vous sachiez s'il y a d'autres personnes, s'il y a des enfants, si est-ce qu'il a un bureau à peu près correctement installé, etc. Ça peut être important pour le type de tâches qu'il va pouvoir prendre en charge à son domicile ou pas. Surtout au début, on va l'appeler régulièrement quand il sera à domicile et peut-être même lui donner un référent qu'il aura à appeler si jamais il est coincé, rencontre une difficulté, il ne sait pas où trouver l'info, mais il n'a personne, donc il faut qu'il puisse appeler quelqu'un. On peut prévoir un petit kit de bienvenue, bien évidemment, avec un mug, une gourde, des stylos, un post-it, une mini déco pour le bureau, un open space, j'en passe et des meilleurs. Et puis, en fonction du type de travail qu'il a à faire, le nouveau ou la nouvelle peut avoir à passer plusieurs jours avec un de ses collègues pour découvrir la fonction. Il peut aussi être avec d'autres membres de l'équipe pour savoir ce que chacun fait. Il peut même aussi être comme ça, un peu en shadowing, avec des personnes d'autres départements qui vont être en lien avec lui au quotidien, et ainsi il va mieux appréhender leur fonctionnement, leurs besoins. N'oubliez pas aussi d'annoncer l'arrivée de ce nouveau à l'ensemble de l'entreprise. Alors il y a tout un tas de techniques qui existent, des photos, des petits jeux, des quiz, j'en passe et des meilleurs. Ça va permettre à ce nouveau, quand il va être reconnu à la machine à café ou dans les couloirs, que des personnes commencent à discuter avec lui, à faire connaissance, il se sentira moins seul. Si vous avez aussi des filiales, des maisons mères, où potentiellement cette personne peut se déplacer, prenez le temps de les prévenir aussi. Alors sur ce sujet, j'ai une très mauvaise expérience, vous allez dire, Priscille, elle a que des mauvaises expériences. Oui, écoutez, il y a quelques années, j'ai donc recruté quelqu'un, on avait tout fait pour que ça se passe bien, ça s'est très très mal passé, parce que, bref, il y a eu toute une série de choses qui se sont mal passées, en général c'est la loi de l'emmerdement maximum, et donc à un moment, elle est partie en formation, à notre maison mère, qui se trouvait à l'étranger. Donc là, j'avais bien préparé le truc, donc elle arrive, tout se passe bien, par planning d'intégration, je passe quelques temps avec elle, je repars parce qu'elle passait 15 jours, et à un moment, elle vient à croiser notre N+3, mais pas en direct, on est en mode matriciel, et puis qui lui demande ce qu'elle fait, d'où elle vient, etc. Et donc elle commence à lui dire, voilà, je suis dans l'équipe de Priscille, bref, elle lui raconte toute sa vie. Et le gars, il explose en lui disant que, il est pas au courant, que 2, c'était certainement une espèce de bruit épaisse quand même, parce que 1, il est pas au courant, que 2, c'est lui qui valide les recrutements et qu'il a pas validé le sien, et que les recrutements sont gelés, et que donc elle a rien à faire là. Donc c'est une espèce de bruit épaisse, je vous dis, parce que pour réagir comme ça devant une nouvelle collaboratrice, faut pas être très malin. Néanmoins, ça peut arriver. Alors imaginez, j'ai eu ma collaboratrice en larmes au téléphone, qui déjà s'imaginait avec sa période d'essai annulée, la totale. Donc on a bien calmé le jeu, c'est un problème effectivement de communication. Donc voilà, on va éviter ce genre de joyeuseté. Ça la fout mal là, ça la fout mal. Et après, là, je peux vous garantir qu'il faut sortir les rames pour rattraper le coup. Mais bon, on l'a gardée, elle était absolument parfaite. Ensuite, on va faire tout un tas de mises à jour nécessaires dans notre façon de fonctionner avec l'équipe. Donc par exemple, on va mettre à jour le Team Canvas, dans lequel on a les informations de chacun, les compétences, les interactions. Donc là, on va intégrer le nouveau, la nouvelle. D'autant plus que ce document peut aussi être une base pour expliquer le fonctionnement de l'équipe, les règles de communication, l'étiquette, l'éthique, etc. On va aussi revoir régulièrement notre processus d'accueil sur la base justement des suggestions des derniers arrivés. Parce que peut-être qu'il y a des petites choses à revoir pour que tout soit nickel. On va planifier aussi toutes les séances de formation si c'est nécessaire, les applications à utiliser, il y a peut-être des choses très spécifiques pour qu'il ait quand même au minimum quelques bases. Vous avez peut-être, comme moi, connu le « Ah non mais t'inquiète pas, il y a tout sur l'intranet ». Voilà, genre je te laisse la patate chaude, débrouille-toi, forme-toi tout seul.
Sauf qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, et donc même si on a un bel accès à l'intranet, personnellement, moi ça m'est arrivé plusieurs fois, j'avais aucune idée de ce que je devais chercher. Donc vous arrivez devant une espèce de base de données gigantesque, mais si vous savez pas ce dont vous avez besoin, parce que vous ne connaissez même pas la liste, même ne serait-ce que les noms des outils que vous allez utiliser, c'est beaucoup moins facile de trouver le mode d'emploi. Ensuite, on va clarifier, expliquer, définir clairement les responsabilités de chacun, les rôles, le périmètre d'action, les intervenants réguliers, les interactions, les rituels d'équipe. Alors on ne fait pas tout ça le premier jour, on va éviter de le noyer, le pauvre, qui n'arrive pas à se dire « Oh là là, mais où est-ce que je suis tombée ?» Et on va aussi éviter le jargon. Je me souviens d'être arrivée en 2000 dans un poste où il y avait des acronymes, mais à la pelle, des termes techniques ultra spécifiques. Moi j'ai passé mes premiers jours, je comprenais rien. En plus c'était en anglais, et je ne comprenais mais rien du tout. Je me souviens d'être rentrée chez moi et à dire à mon mari « Écoute, je sais pas, là, j'ai rien compris. Je sais pas ce qui s'est passé, ils ont parlé de tout un tas de sujets, j'ai rien compris. Après, j'ai commencé à poser des questions et visiblement, j'agaçais mes interlocuteurs parce que je les interrompais à peu près toutes les 3 secondes. Non, le langage de votre entreprise n'est pas universel. La signification de vos acronymes n'est pas universelle. On va pas taper forcément sur Google pour trouver ce que c'est. Même à l'intérieur d'une entreprise, un même acronyme peut avoir des significations différentes dans différents services. Pensez-y, donc décodez surtout au début. Et si vraiment vous n'arrivez pas à décoder, faites un petit lexique, parce que là, la pauvre personne, elle va être complètement larguée. Donc voilà quelques petites astuces que on va pouvoir utiliser. L'idée vraiment, c'est que cette personne, elle puisse rapidement être en confiance, rapidement se connecter, que vous puissiez rapidement vous rendre compte qu'elle est bien en accord avec le reste de l'équipe, que rapidement elle puisse être efficace dans ses fonctions. Parce que les avantages d'un onboarding réussi, c'est quand même déjà une expérience employée tout à fait positive, donc derrière, elle peut parler à d'autres, et en ces temps de pénurie de main-d'œuvre, ça peut être utile. Ils vont être efficaces plus rapidement, donc ce sera gratifiant pour eux et pour vous, donc ça va tout de suite créer plus de valeur. Ça va réduire aussi le poids de la gestion de l'intégration. On va essayer de rationaliser, d'automatiser, d'encourager le libre accès aux données essentielles, de façon à ce que votre petit nouveau s'épanouisse rapidement et devienne une personne qui va rester dans votre équipe. Voilà, nous sommes à la fin, je vous souhaite bonne chance pour votre recrutement. Vous allez trouver dans le lien une bonne dizaine de ressources sur notamment des tableaux interactifs. Donc je vous ai mis des liens sur des modèles de onboarding, offboarding, intégration dans l'équipe, j'en passe et des meilleurs, sur les plateformes Klaxoon, Mural et Miro. Donc comme ça, vous devriez trouver quelque chose qui vous concerne dans tout ça, voire même vous inspirer des autres. Il n'y a pas besoin forcément d'avoir un compte payant, vous pouvez y accéder même en compte gratuit. Ne serait-ce que regarder la tête des boards pour vous inspirer, pour mettre ça dans le board que vous utilisez habituellement, ou ne serait-ce que un fichier PowerPoint, ou voilà, des grandes idées. Ça peut être sympa. Donc vous avez tout ça dans les notes de cet épisode. Voilà, nous arrivons à la fin. N'hésitez pas à partager cet épisode avec vos collègues, vos relations, vos réseaux, à partager le post de cet épisode sur Facebook, sur LinkedIn, ça fera un petit peu mieux connaître cet épisode, et puis ce podcast. Voilà. Vos commentaires sont les bienvenus, des notes sur Apple Store aussi, ainsi que des commentaires, n'hésitez pas. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite à tous une très belle semaine, et je vous dis à très vite. Bye bye.